Voilà, nous allons continuer maintenant avec l'invité sport de ce jour. On va parler de 4 sujets. On va évoquer d'abord le dopage et la corruption dans le cyclisme. 4 ans de prison requis contre Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale de cyclisme. Et puis en Allemagne, on va parler là-bas du foot, sur le Bayern qui décroche son 30e titre de champion. En Angleterre, la première ligue genou à terre pour son retour, 100 jours après. Et puis la première ligue anglaise, nous parlerons de cette finale à élimination directe. On va parler de tous ces sujets avec Michel Takwa, notre consultant sportif. Bonsoir Michel. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. D'abord, avant de rentrer dans le fond de ces sujets, je voudrais qu'on puisse dire un mot sur cette triste nouvelle pour le football togolais qui perd un de ses éléments. Oui, il s'appelle Koudagba Edem Kossi. C'est un joueur de l'association sportive des conducteurs de la COSA, la SCK, un club qui est à Kara. Koudagba Kossi, c'est aussi un international togolais. Il a été sélectionné au moins une fois par l'entraîneur Claude Leroy, mais n'a pas joué. Mais au niveau local, il a été un artisan, un grand artisan pour la qualification des éperviers locaux pour le CHAN qu'on devait jouer au Cameroun, qui a été reporté à cause du coronavirus. Koudagba Edem Kossi, c'est également un serial buteur, il faut le souligner. Il est déjà sacré meilleur buteur de la deuxième division avec Espoir de Thiévier après ce succès et qui a permis justement à Espoir de Thiévier de pouvoir aller en première division. Il est parti à Kara et la première année en première division, il était également meilleur buteur. Deuxième année également, on sent une régularité plutôt en ce joueur. Quelqu'un qui a un sens aigu de but et qui arrive aussi à participer au jeu de l'équipe. On peut le retrouver à gauche, à droite. Quelquefois, j'ai eu la chance de commenter un match de première division du Togo où Koudagba revenait aussi chercher des balles en pleine surface de réparation. Le sélectionneur national au niveau de l'équipe locale, Jean-Paul Abalo de Sèvres, lui a donné toute sa confiance. Il a déjà participé à la Coupe UFOA avec l'équipe nationale locale. Il est décédé hier d'une courte maladie, selon la version officielle. Pour moi, c'est une lourde perte pour le football togolais. C'est vrai qu'on a parlé de courte maladie, mais il avait 25 ans, donc dans la fleur de l'âge. De quoi souffrait-il? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Oui, vous savez, on sait tout simplement que Koudagba aimait jouer au foot et que l'objectif de tout joueur togolais ou africain, c'est de pouvoir voyager un jour. Oui, il a eu un contact avec un club tunisien, l'US Tatouane. Il est parti en Tunisie et puis on a fait des examens médicaux. Après, on nous dit qu'il souffre, il a des problèmes de reins. Et c'est pour la première fois qu'il entend cela. Il n'a pas été retenu. C'est vrai qu'il a réussi à son test au niveau sportif, mais il n'a pas été retenu par le club tunisien. Donc, il est revenu au pays alors qu'il a dit au revoir, comptant sur ses forces et son envie surtout de travailler. Il avait dit au revoir à l'ASK. Heureusement, l'ASK l'a encore accueilli. Il jouait, mais il a diminué véritablement. On sent aussi le poids psychologique aux joueurs. Koudagba, depuis la triste nouvelle là, de sa maladie au rein, ce n'est plus le même Koudagba. On l'a vu au Sénégal avec l'équipe nationale locale où il aimait plus décrocher, mais on ne l'a plus vu cette puissance en lui et ce sens de but en lui. Et depuis ce jour, on ne le reconnaît plus véritablement. Maintenant, on ne sait pas si c'est ces problèmes de rein qui l'ont emporté ou bien c'est une autre maladie. En tout cas, on regrette véritablement ce joueur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a apporté à 25 ans, qui a signé son nom dans le livre de l'histoire du football togolais. Il était parmi ceux qu'on pouvait considérer comme les espoirs de l'équipe A. Sans doute, les espoirs de l'équipe A. C'est vrai qu'à un moment donné, on se posait d'énormes questions. Pourquoi Koudagba ne peut pas aller sur le continent africain ou aller en Europe, peut-être en deuxième division, parce qu'il a un talent fou, décrit tout à l'heure. Il peut revenir en arrière et au fil des années, on voit une technicité qui vient s'ajouter à ce sens de but. C'est d'ailleurs pourquoi il revient chercher la balle. Il arrive aussi à dribbler et donc le temps passe. Déjà 25 ans, on dit pourquoi il n'est pas parti. Mais quand on voit le travail qu'il a d'ailleurs commencé par faire au niveau de l'Espoir de Thiévier et tout ce qu'il a fait,
Il était l'espoir du football togolais et l'espoir surtout d'une équipe nationale qui, depuis le départ d'Adebayor Emmanuel Cheyi, est sevrée visiblement de buts. Le Togo joue, mais n'arrive visiblement pas à marquer. Il y a des attaquants. On a l'impression qu'on n'a pas inséré un buteur, surtout en équipe nationale. Et donc, on misait à un moment donné sur Koudagba Kossi pour pouvoir pallier le manque de buts de l'équipe nationale. Je me souviens de ce match contre l'Algérie au Togo, où le public a commencé à crier « On veut Koudagba Kossi ». C'est vrai que les internationaux, ceux-là qui viennent de l'Europe, de l'Afrique ou d'ailleurs, sont là. Mais le public togolais veut voir son Koudagba. Malheureusement, il n'a pas pu jouer et malheureusement, il a quitté très tôt le monde des vivants. Que la terre lui soit vraiment très légère. On va passer maintenant au premier sujet sur notre programme. On parle de dopage et corruption. Suite au procès de Lamine Diack, l'ancien président de l'IDESAF, la Fédération internationale d'athlétisme, et ses 5 co-prévenus poursuivis pour leur implication présumée dans un système de corruption sur fond de dopage russe. Et bien dans ce dossier complexe, Lamine Diack et son fils Papa Massata Diack sont également accusés de s'être appropriés des millions d'euros de recettes de la fédération sur des contrats de sponsors. Lamine Diack, le procureur, a requis 4 ans de prison contre lui et 5 ans contre son fils Papa Massata Diack. On a vu véritablement au cours de ce procès qu'on a eu beaucoup de plaisir à suivre. J'allais dire que finalement, le monde du sport est un monde de mafieux. C'est un monde pourri. Et je sais de quoi vous voulez parler. Il y a eu des magouilles au niveau de la FIFA, au niveau de l'UEFA. La FIFA avec cette Blatter, l'UEFA avec Michel Platini. Et c'est ce qui poussait même Lamine Diack à dire « Moi en prison », avant d'ailleurs le procès, moi en prison et Michel Platini et cette Blatter. Sauf que Lamine a oublié quelque chose. Eux, ils sont des Européens. Lui, il est un Africain. Et je pense qu'il est en train de payer probablement la mauvaise gestion de l'athlétisme mondial à un moment donné. Entre 1999 et 2015, les Diack ont fondé véritablement un empire. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Papa Massata, son fils, qui était un puissant conseiller et qui gérait le côté marketing. Alors, Papa, qu'est-ce que lui, il a fait? Il passait par la puissance de son papa pour promettre aux cyclistes, surtout aux athlètes, j'allais dire, surtout russes, nous allons voir vos cas, même si vous vous êtes dopé. Et c'est grave. Et donc, il percevait de l'argent par le biais des émissaires de ces athlètes russes et il s'enrichissait derrière son papa. Et d'ailleurs, son papa l'a dit, et qui est sans doute un aveu d'impuissance, j'aurais dû contrôler mon fils. Ça veut dire qu'à un moment donné, Lamine Diack, qui était le président de l'IDESAF, n'a pas aussi la même mise sur l'institution dans son intégralité. Peut-être qu'il a confiance à son fils parce qu'il se dit qu'il a les potentialités pour pouvoir gérer ce côté de l'athlétisme mondial. Mais son fils a véritablement déraillé dans la gestion de ce côté de l'athlétisme mondial. Et Lamine Diack lui-même a 87 ans. Il a 4 ans, comme vous l'avez dit, de prison. Vous savez, le procureur François-Xavier Dulin a dit qu'il est âgé, il a 87 ans. Mais quand on voit tout ce qui s'est passé au niveau de l'athlétisme mondial, le Sénégalais avait commis une infraction énorme qui a causé un préjudice mondial à l'athlétisme. Est-ce que finalement le procès a réussi à démontrer, et c'est vrai qu'on attend, je pense, le verdict jusqu'à septembre prochain, mais est-ce que le procès a réussi à démontrer qu'entre le fils et le père, il y avait une entente pour, j'allais dire, se sucrer sur le dos de la fédération? Ben, vous savez, le procès n'a pas réussi à démontrer cela. Le procès est plutôt vu en Lamine, quelqu'un qui, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas arrivé à gérer l'IDESAF dans son intégralité. On peut parler de népotisme dans la mesure où il a confié ce côté de l'athlétisme mondial à un membre de sa famille, surtout à son fils, Papa Massata, et se dit, écoutez, mon fils a des qualités pour pouvoir contrôler ce côté sans mettre ses yeux de, si on peut le dire, de président, de celui-là qui doit voir les choses en dernier recours. Ça a été sa faute. On ne peut pas dire que Lamine et son fils se sont mis en connivence pour véritablement gagner derrière le dos de la fédération de l'IDESAF, bien sûr. Mais on peut dire Lamine n'a pas su gérer ce côté de l'athlétisme. Et je pense qu'il est en train de payer cela.
Mais à un moment donné, quand lui-même au tribunal, il dit j'aurais dû contrôler mon fils, ça dit véritablement que beaucoup de choses n'ont pas marché. Il n'y a pas que le fils. Il y a aussi un de ses conseillers, il y a aussi, on appelle Gabriel Dolé, un avocat, et plus de 4 personnes qui sont aussi sur le banc des accusés. Et donc, et puis, il y a la fédération, à un moment donné, la fédération russe d'athlétisme. L'affaire même touche le Kremlin. On parle de Vladimir Poutine, on parle même de la présidence sénégalaise. Parce que Lamine Diack, ce n'est pas seulement un sportif, il a ce côté politique également. On dit qu'il a su faire campagne pour le président actuel du Sénégal, Macky Sall. C'est d'ailleurs pourquoi les juges sont en train justement d'accuser le gouvernement sénégalais de protéger le fils Papa Massata Diack. Mais je ne sais pas, Lamine Diack a semblé un peu noyer son fils, finalement. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ça veut dire qu'il n'a pas eu à contrôler son fils et donc forcément il a noyé. C'est ce que vous voulez dire. Oui, mais au cours du procès, on aurait cru voir un papa qui défend son fils, mais c'est le contraire. Il y a su plusieurs questions. Il n'avait pas pris la défense de son fils. Oui, le problème, c'est que son fils, lui, se trouve au Sénégal, protégé, entre griffes par l'État sénégalais. Même les mandats d'arrêt internationaux n'ont pas pu bouger le fils Diack. Ses avocats le protègent. Donc, vous savez, Papa Massata, il est majeur. Il pouvait venir se défendre s'il n'a rien à se reprocher. Ce n'est pas à son papa qui a 87 ans et qui souffre véritablement de beaucoup de choses, qui peut défendre aussi son fils, alors que lui aussi, il a des chefs d'accusation, il a beaucoup de choses à dire au tribunal. Et donc, c'est vrai que sur plusieurs points, comme vous l'avez dit, il a noyé son fils. Ouais, peut-être qu'il est déçu de la gestion de son fils, parce que je le dis, quand vous faites confiance à quelqu'un, ce n'est pas parce que c'est mon fils que je vais me mettre à le défendre, alors que c'est au fils de me protéger par rapport à ses travaux. Le fils finalement m'a plombé. Et quand vous voyez le procès, vous verrez véritablement que c'est le fils qui a causé plus de préjudice au papa. Parce que papa a confiance en lui, le fils a trouvé le temps pour asseoir aussi son empire en dehors de ce qu'a construit le papa qui est Lamine Diack. Est-ce que on en verra un vieux de 87 ans derrière les barreaux? Je pense qu'à un certain âge, au niveau de la France, on ne fait pas trop la prison. Vous savez, on pense plus à une reconversion de ces peines de prison en matière financière. Déjà, il n'y a pas que les 4 ans, il y a aussi 500 000 euros d'amende. On va sans doute convertir cela pour que, bon, il sera sans doute libre, mais quand on voit tout ce qu'on estime que la famille a pu gagner, les proches ont pu gagner, Lamine Diack peut facilement payer cela. Il s'est aussi défendu. Il a dit qu'il a défendu l'image de l'IAAF. Il a peur à un certain moment que l'IAAF ne tombe pas. C'est pourquoi il a su protéger l'institution. Maintenant, est-ce que on va véritablement se baser sur cela pour pouvoir la quitter? Je ne pense pas, parce que les charges sont un peu plus lourdes. C'est vrai que les charges sont lourdes, mais quand on suit aussi le réquisitoire de... j'allais dire de l'avocat, Maître Bourdon, il a plutôt insisté sur les aspects douteux du dossier. On sait que en justice, le doute profite à l'accusé finalement. Le juge Bourdon, je l'aime bien. Il est dans son rôle de juge, d'avocat plutôt, j'allais dire. Il ne peut que défendre son client, c'est normal. Oui, même Lamine Diack, le premier jour du procès, il était très serein. Il dit, écoutez, on a assez de temps, j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Ça veut dire que c'est un monde, comme vous l'avez dit au départ, imbibé, le monde du sport qui est tellement imbibé de corruption, tous azimuts. Peut-être que ce ne sont pas ceux-là qui sont accusés seulement, qui sont fautifs. Si on arrive à aller en profondeur de ce dossier, plusieurs têtes vont tomber, même les politiques. On a parlé de Poutine, on a parlé de l'État sénégalais, donc des têtes vont sûrement tomber. Second sujet, on revient maintenant dans le football. On va parler de ce sacre du Bayern au niveau de l'Allemagne. Il s'agit du premier titre décerné dans le football européen depuis la reprise post-confinement. Le Bayern Munich a décroché
mardi dernier, son 3e titre de champion d'Allemagne de son histoire et le 8e titre, le 3e titre consécutif et le 8e de son histoire. Il a terminé à... disons quasiment, quand on voit aujourd'hui, je pense qu'il reste 2 journées à jouer, c'est ça? Oui. On ne peut plus rattraper le Bayern de Munich. Oui, on ne peut plus rattraper le Bayern de Munich. C'est d'ailleurs pourquoi l'équipe de la Bavière est sacrée championne après cette victoire contre le Werder de Brême. Je pense que c'est une victoire, bien c'est un sacre inédit parce qu'on sait que le début n'a pas été comme du beurre pour l'équipe de Hansi Flick. Il y avait Niko Kovac, l'ancien joueur du Bayern de Munich, qui avait pris le train, mais qui véritablement n'a pas su gérer l'équipe, une équipe composée de jeunes et talentueux joueurs et de la vieille garde. Il a fallu l'arrivée de Hansi Flick pour pouvoir mettre en confiance certains joueurs et pouvoir faire le mélange entre la vieille école et la nouvelle école. Quand vous prenez Alphonso Davies, le latéral gauche d'origine ghanéenne qui va très vite, qui a un talent fou, Benjamin Pavard qui est du côté droit et puis dans le milieu de la défense, on a le Ghanéen d'origine Jérôme Boateng et devant Kimmich et autres. On sait que Hansi Flick, à un moment donné, a su quand même faire confiance à cette jeune génération et à la vieille génération, avec devant un certain Lewandowski qui marque but sur but. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le but contre le Werder de Brême. Finalement, ça a été une victoire acquise dans la douleur, puisque je l'ai dit, les débuts n'ont pas été du tout faciles pour l'équipe de la Bavière, mais avec cette volonté dégagée, surtout dès la reprise après coronavirus, on a vu une équipe du Bayern de Munich qui a affiché cette volonté de pouvoir aller chercher la Bundesliga, puisque derrière, il y a une équipe du Borussia Dortmund aussi qui a soif de victoire. Vous avez parlé de 8 titres consécutifs, ça veut dire que c'est l'équipe de Lucien Favre aussi a envie de chercher cette Bundesliga, sauf que l'équipe de la Bavière a été plus forte. Il faut dire qu'il y avait eu des départs, les départs de certains joueurs qui nous ont fait croire que l'équipe là va avoir des difficultés. Oui, ces difficultés ont été affichées au début du championnat, mais je pense que l'intelligence et des joueurs et de l'entraîneur actuel a beaucoup joué en faveur du sacre véritablement du Bayern de Munich, et c'est une équipe aujourd'hui à féliciter. C'était un match, j'allais dire, qui s'est âprement disputé parce qu'on a vu le Bayern qui était réduit finalement à 10, qui s'est imposé. C'est ce que vous dites, c'est dans la douleur que le Bayern a gagné? Oui, c'était dans la douleur, tout simplement parce que l'équipe historique du Werder de Brême aussi est à la quête de points. C'est une équipe qui est avant-dernière dans le classement de la Bundesliga, et donc c'est une équipe qui cherche des points pour pouvoir remonter au classement. C'est vrai que la réception de l'équipe qui se classe premier au niveau du classement va être ardue pour l'équipe du Werder de Brême, mais on est contraint à aller chercher le point de la victoire ou bien du match nul. C'est pourquoi la rencontre a été difficile pour l'équipe de Hansi Flick. C'est une équipe qui a gagné même le Werder de Brême au forceps, parce que le Werder a donné du fil à retordre à cette défense du Bayern de Munich. On a vu des arrêts spectaculaires de leur gardien capitaine. Ça veut dire que ça n'a pas été du tout comme du beurre pour l'équipe de la Bavière, à l'image même d'une Bundesliga difficile, il faut le préciser, même si c'est le Bayern qui reste une institution, une équipe on ne peut plus régulière, non seulement en Bundesliga, mais aussi au niveau de l'Europe qui domine ce championnat. Mais quand vous voyez les autres équipes, il y a le Borussia, on en parle toujours, le Bayern Leverkusen, il y a Leipzig et autres, vous voyez que c'est une Bundesliga finalement équilibrée au niveau de l'engagement, au niveau de l'entrain et au niveau de l'envie de toutes les équipes et d'ailleurs de tous les managers de pouvoir aller gagner la Bundesliga. Et finalement, on a encore coupé les herbes sous les pieds de Dortmund, qui rêvait aussi du titre. Oui, Dortmund doit véritablement revoir son plan de jeu. Moi, je dis que c'est une équipe qui affiche une certaine faiblesse à un moment donné, amorphe dans les moments difficiles, dans les moments où il faut débloquer les situations un peu plus ardues. C'est ce que l'équipe de la Bavière, d'ailleurs,
arrive à faire. Et c'est là où se trouve la différence entre le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund. Il faut aller sur l'Europe et chercher des joueurs de valeur. D'ailleurs, tellement de joueurs passent par le Borussia qui sont achetés finalement par le Bayern de Munich. Le goléador du Bayern de Munich, Lewandowski, est passé par le Borussia. Donc, on a l'impression que le Borussia n'a pas cette manne financière-là pour pouvoir garder ses joueurs pétris de talent. Et c'est ce qui fait la différence à un moment donné. Donc, le Borussia doit revoir ses plans. C'est vrai que Lucien Favre a des ambitions aujourd'hui, mais il faut aller chercher. D'ailleurs, on parle de Jordan Chanceau, qui est la pépite aujourd'hui au niveau de Borussia Dortmund, qui risque de partir, soit aller au Bayern de Munich ou bien découvrir l'Europe. On va maintenant du côté de l'Angleterre. La Première Ligue a démarré 100 jours après la pause, après 100 jours donc de repos forcé. Le championnat anglais de football a repris ses droits mercredi en rendant hommage au mouvement Black Lives Matter et aux personnes soignant ayant lutté contre le Covid-19 dans le pays le plus touché par la pandémie en Europe. Il faut dire que sur le plan sportif, Manchester City a retardé le probable sacre de Liverpool, attendu depuis 30 ans, s'imposant dans la soirée face à Arsenal 3-0 lors de l'un des deux matchs en retard de la 28e journée programmée ce mercredi. Bon, ce qui retient quand même l'attention à cette reprise, c'est ce genou à terre. Oui, il faut le faire. Vous savez que lorsque George Floyd a perdu la vie et que les mouvements ont déclenché aux États-Unis et partout dans le monde, ce mouvement qui n'a pas été, il faut le souligner, aussi suivi en Afrique. Plusieurs joueurs, à l'instar de Kylian Mbappé, le fils de Lilian Thuram et autres, ont fait ce geste. Il y a Marcelo également pour dénoncer les brutalités exercées sans cesse sur les Noirs, non seulement aux États-Unis, mais à travers tout le monde entier. Et je pense que la voix des sportifs et surtout des footballeurs compte véritablement. Le football et surtout un terrain de football, c'est le lieu, c'est le jardin par excellence de transmission des valeurs. Et donc, ce geste de ces footballeurs, surtout dans un championnat réputé comme le meilleur dans le monde, ce sont des gestes salutaires, des gestes qui prouvent que les sportifs et surtout les footballeurs aussi sont sensibles à ce qui se passe aujourd'hui au niveau des États-Unis et au niveau des Noirs. Je pense que c'est un geste quand même à saluer. Alors, on reprend le championnat. Liverpool, est-ce qu'il est toujours en pole position? Oui, Liverpool est en pole position, sauf que derrière, il y a Manchester City, vous l'avez dit tout à l'heure, devant les Gunners d'Arsenal, qui retardent le sacre de Liverpool, puisqu'il faut, je pense qu'il faut encore 2 victoires, si les calculs sont bons, pour sacrer véritablement Liverpool champion, où il faut 2 défaites peut-être, ou un match nul, et une défaite du poursuivant immédiat qui est quand même Manchester City, les Sky Blues, pour sacrer le club de Jürgen Klopp champion. Du moment où Manchester City a gagné et que Liverpool n'a pas encore joué, on peut dire facilement que l'échéance est repoussée pour Liverpool. Mais je pense que ça va être peut-être un coup de tonnerre si Liverpool n'arrive pas à être champion. Je suis sûr que l'équipe de Jürgen Klopp, aujourd'hui, l'ambition, c'est d'aller chercher la première ligue anglaise. Elle a tout pour pouvoir le faire, éliminer de la Ligue européenne des champions, éliminer aussi de certaines coupes au niveau national. Jürgen Klopp et sa bande ont la voie aujourd'hui pour se concentrer sur la première ligue anglaise qui les échappe depuis longtemps. Dernier sujet, maintenant, on va parler de la Champions League. La décision de l'UEFA d'achever l'édition 2020 de la Ligue des Champions en août dans une même ville, Lisbonne, et via des matchs à élimination directe, oblige les grands clubs à s'adapter à un format inédit, sans les matchs aller-retour et l'avantage du but à l'extérieur. On le sait, c'est ce qui avait permis à Liverpool la saison dernière de remporter, en tout cas d'accéder en finale. Aujourd'hui, et ça aussi c'est coronavirus qui oblige, les derniers matchs vont se jouer dans la même ville et à élimination directe. En français facile, il faut tout simplement dire que il y a certains matchs des 8e de finale retour qui ne sont pas joués. Il y a le match entre Manchester City et le Real, c'est-à-dire que Manchester va accueillir le Real Madrid. Il y a aussi la Juventus de Turin, l'équipe de Cristiano Ronaldo, qui va accueillir les Gonds de Lyon. Il y a d'autres matchs également. On va jouer ces matchs, je pense que c'est le 8 à venir. Et après, à partir du 12, on va se concentrer, c'est-à-dire qu'on a le tableau.
des quarts de finalistes. On va jouer les quarts de finale à Lisbonne. Au départ, la finale était prévue à Istanbul, en Turquie. Maintenant, on va jouer et la finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale au stade La Luz et au stade José Alvalade à Lisbonne, au Portugal. Et donc, comme vous l'avez dit, ça va être un match qui va se jouer ou bien des matchs qui vont se jouer sur 2 terrains différents à Lisbonne et la finale également à Lisbonne. Tout va se faire dans un calendrier resserré. Oui, très resserré d'ailleurs. Comme vous l'avez dit, ce qui n'est pas de l'habitude peut-être des cadres européens en matière d'équipe, le Real et autres. Si le Real arrive à se qualifier, le Barça, Manchester et autres. Mais vous savez, c'est un calendrier qui vient apporter beaucoup de choses parce qu'on sait que le football aussi a subi les affres de coronavirus. Donc, il va falloir changer les choses et à un moment donné, l'UEFA a su faire les choses. Sauf que je me pose une question. Est-ce que la victoire au soir de la date de la finale de la Ligue européenne des champions, cette victoire sera aussi la victoire d'une équipe qui gagne la Ligue des champions dans le format normal? En tout cas, c'est une victoire de la Ligue des champions, mais ça ne va pas être forcément de l'acabit de tout ce qu'on a déjà vécu. Oui. Michel Tapa, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, qui nous amène maintenant à la pause et après, on va passer à regard croisé.